Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la crise tchadienne, présidé le mercredi 13 novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine pour la troisième fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et l'opposition. La facilitation de Félix Tshisekedi dans la crise tchadienne a abouti au retour de la paix au Tchad. Un commentaire de Vinigali Junior. En sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dans la crise tchadienne, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le mercredi 13 novembre 2024 pour la troisième fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et l'opposition. Au terme de cet événement, le gouvernement tchadien représenté par le ministre des Infrastructures Aziz Mahamat Saleh et l'opposition ont convenu du retour au Tchad du Dr Hassan Barkaï, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad, UFDT. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition, grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens. Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad. Présent à cette cérémonie, le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga a félicité le président Félix Tshisekedi pour la réussite de cette transition qui tend vers sa fin. Le Tchad a été très bien accompagné et le président de la République a fait que presque tous les acteurs politiques puissent se joindre au niveau du processus de transition et avec les élections crédibles organisées au mois de mai, qui a programmé comme élu le président Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la République, chef de l'État. Voilà, la mission sur la transition s'avance vers la fin. Et il est resté là de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. Et cette feuille de route, il reste non seulement les élections législatives provinciales et communales prévues au mois de décembre, soit le 29 décembre de cette année, mais aussi la mise en place des institutions du pays. À ce moment-là, nous sommes à la fin de la transition. C'est le mardi 25 octobre 2024 que le président Félix Tshisekedi a été désigné facilitateur dans la crise tchadienne par ce père de la CEAC. Depuis qu'il a entrepris sa mission, le chef de l'État a notamment réussi à obtenir la signature d'un compromis ayant abouti à la nomination de l'opposant Succès Masra comme Premier ministre du Tchad. Cette réconciliation politique a débouché le 6 mai 2024 à l'élection apaisée de Mahamat Idriss Déby Itno, actuel président tchadien. Et de son côté, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a plaidé le mercredi 13 novembre 2024 à la COP29 pour une action collective de tous les pays engagés dans la lutte contre le changement climatique. Au nom du président Félix Tshisekedi, elle a rappelé la nécessité d'un engagement ferme de toutes les parties prenantes pour protéger la biodiversité de la RDC, exposée au pillage et à l'activisme de groupes armés dans les provinces de l'Est. Elle a aussi évoqué les défis spécifiques auxquels la RDC fait face et a par ailleurs lancé un appel à la conscience collective, voulais-je dire, des divers pays. On écoute son propos. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que la biodiversité à l'est de mon pays est en danger à cause de la guerre barbare nous imposée par le Rwanda. Ce qui nous contraint à orienter une partie importante de notre budget à l'effort de guerre et à la préservation de nos aires protégées, plutôt que d'investir dans la résilience climatique. Dès lors, j'invite à la prise de conscience collective concernant cette situation dramatique et singulière.
La République démocratique du Congo s'engage aux côtés de la communauté internationale pour identifier ensemble des projets stratégiques et mettre en œuvre des partenariats durables gagnant-gagnant au bénéfice de nos communautés locales et de notre planète. Dans cette dynamique, nous avons mis en place l'autorité de régulation du marché carbone et comptons nous y appuyer pour tirer parti de la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris. Et au Sud Kivu, une marche de protestation contre la déforestation, l'exploitation minière illégale et la présence des groupes armés dans le parc national de Kahuzi-Biega a été organisée le 12 novembre par des activistes écologiques de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces écologistes dénoncent la dégradation de ce site qui est menacé par des activités humaines. Les détails dans cet élément. Réunis à travers les organisations Club RFI Bukavu et Mouvement écologiste Casque Vert, ces activistes ont marché dans les rues de Bukavu en ce moment où se tient la COP29 sur le climat à Bakou en Azerbaïdjan pour dénoncer la dégradation continue de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO mais qui est menacé par les activités humaines. Ces militants ont exprimé leur mécontentement dans un mémorandum qu'ils ont lu publiquement avant de le déposer auprès des autorités provinciales. Vision de l'environnement, le fonds forestier, le ministère de l'environnement et les autres services de mobilisation des recettes de la province prélèvent des taxes sur le transport, sur la vente de ces ressources illégales sur le marché, au port et dans différents lieux d'entreposage, ainsi que le tonnage des bateaux et véhicules comme pour encourager et pérenniser cette activité. Tout ceci nous a poussé à nous poser une série de questions. Sont-ils tous complices de cette destruction du PNKB? Des mesures urgentes de conservation et de protection doivent être prises pour sauver le PNKB. Et cela sans atermoiement, car chaque jour qui passe nous précipite vers le drame. À noter que le directeur de cabinet du gouverneur du Sud Kivu, qui a réceptionné le document, a rassuré de transmettre les préoccupations des manifestants au gouverneur qui est en déplacement. Un nombre très réduit. Et les travaux de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'y sont clôturés le mercredi 13 novembre 2024. Ces travaux ont été sanctionnés par l'adoption par les experts et la signature de rapport final par les ministres de ces deux pays chargés de la sécurité et la décentralisation. Ce rapport final vise la sécurisation de leurs frontières communes. Suivez. 3 jours ont suffi, soit du 11 au 13 novembre 2024, aux experts de la République démocratique du Congo et leurs collègues de la République du Congo pour réfléchir et évaluer les questions de leur sécurité commune le long des frontières afin de relever les défis auxquels les deux pays sont confrontés sur les plans sécuritaires. C'est dans le cadre des travaux de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité organisée à Kinshasa, capitale de la RDC. Au terme de ces travaux, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières de la RDC, Jacquemain Chabani, et son homologue de la République du Congo, Zéphirin Mboulou, ont procédé à la signature de rapport final produit par les experts de ces deux pays. Grâce à ce rapport, des actions concrètes seront menées pour dissiper les malentendus constatés le long des frontières communes et qui sont à l'origine des tensions qui peuvent influer sur la sécurité de ces deux pays. Il nous faut à présent passer à l'essentiel. Il nous faut aller aux actions concrètes. Notre volonté politique commune devra se river sur les intérêts précis de nos peuples que nous avons le devoir de protéger. Il s'agit là d'un engagement que nous avons pris ensemble et que nous partageons, car c'est de ce même peuple que nous tenons notre légitimité et notre devoir envers ce peuple est de le servir sans limite.
Pour sa part, Jacquemain Chabani, qui a salué le travail abattu par les experts, a exprimé ses inquiétudes que certaines résolutions qui datent d'il y a 9 ans ne soient pas encore exécutées jusqu'à ce jour, dont la problématique de la démilitarisation des îles et des îlots et la poursuite de l'opérationnalisation des points d'entrée officiels. Ainsi, il en a appelé à son exécution. Je demande au secrétariat permanent Défense et Sécurité de mon ministère de convoquer toute affaire cessante tous les services impliqués dans l'exécution de cette recommandation et de me faire le rapport. Par ailleurs, je tiens à féliciter la commission technique mixte en matière de frontières entre nos deux pays pour la démarcation de 15 km dans la région de Manyanga, dont nous avons réceptionné le rapport de construction des bornes au mois de septembre 2024 ici à Kinshasa. Les travaux de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité de la RDC et de la République du Congo s'y sont clôturés par l'échange des cadeaux entre les deux délégations. Question de consolider les relations de bon voisinage entre les pays dont les deux capitales sont le plus proches au monde. Et en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, le ministre égyptien des Affaires étrangères est arrivé le mercredi au Liban. Au centre de sa visite, l'opération militaire de l'armée israélienne dans le pays. Au moins 2600 personnes ont déjà été tuées depuis qu'Israël a lancé une campagne aérienne sévère il y a près de 2 mois, suivie d'une invasion terrestre, selon les données fournies par le ministère libanais de la Santé. Suivez. L'opération israélienne a entraîné le déplacement d'environ 1,2 million de personnes au Liban. Le chef de la diplomatie égyptienne appelle à un désescalade avant l'investiture de Donald Trump. Nous sommes impatients de travailler avec la nouvelle administration américaine et bien sûr, il y a une priorité pour un cessez-le-feu sans aucune condition. Mais l'agression ne devrait pas continuer à partir de maintenant jusqu'au 20 janvier, date de l'investiture de Trump. La partie israélienne ne devrait pas profiter de cette période pour poursuivre son agression. Le nouveau ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu au Liban tant qu'Israël n'aura pas atteint ses objectifs. Alors que le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a fait un état de projet dans les discussions sur un cessez-le-feu le lundi. À présent, place à la revue de presse. La revue de presse, c'est avec Diane Bonga. Bonjour Diane. Bonjour Bijou Mouna. Alors Diane Bonga va nous faire part de l'actualité parue dans les journaux de ce jeudi 14 novembre 2024. Alors Diane, on commence avec Congo Airways qui réceptionne un premier Boeing 737-800. Oui, Bijou, l'acquisition d'un Boeing 737-800 par la compagnie nationale d'aviation Congo Airways fait la une de journaux parus ce jeudi dans la capitale congolaise. Alors, on ouvre ce kiosque avec le potentiel qui fait savoir qu'il s'agit d'une étape cruciale en vue de relancer cette compagnie aérienne nationale de la RDC. Selon un communiqué officiel du ministère de Transport, note ce quotidien, le premier vol de l'appareil est prévu pour ce vendredi 15 novembre avec des destinations annoncées vers Kindu et Lubumbashi. Aussi, poursuit ce portail, les gouvernements annoncent l'arrivée d'un autre avion qui devrait être mis à disposition par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. L'acquisition de cet appareil rappelle le potentiel, matérialise la promesse du gouvernement à travers son ministère du portefeuille, à travers son ministre, allais-je dire, du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Alors on reste toujours dans l'actualité avec Congo Airways qui déploie ses ailes avec un premier Boeing pour relancer son activité. Oui, Bijou, cette fois
Info 27 qui reste sur la même page et rapporte que les nouveaux directeurs généraux de Congo Airways, Norbert Sengamali, ouvrent en synergie avec le conseil d'administration présidé par Jean-Bertrand Ewanga un nouveau chapitre pour la compagnie aérienne nationale, la reprise de ses opérations. Avec cet appareil, estime ses quotidiens, Congo Airways renaît et déploie ses ailes. Selon ce portail, cet avion arrivé de Croatie en partenariat avec la société luthanienne renforce la flotte de Congo Airways pour desservir efficacement les destinations nationales. Ces tabloïds révèlent que l'arrivée imminente d'un deuxième appareil est prévue pour le 18 novembre prochain. En décembre, fait remarquer Info 27, un événement historique couronnera cette relance avec la réception de tout premier avion en pleine priorité. Alors, on reste toujours dans le même chapitre avec la compagnie Congo Airways, un premier vol, donc un vol inaugural qui est prévu ce vendredi vers Kindu et Lubumbashi. Oui, la tempête de tropique signale que la société Congo Airways, créée en 2014, traverse une période difficile avec ses deux avions actuellement cloués au sol en raison du problème technique. Selon ce quotidien, cette compagnie aérienne nationale bénéficie cependant d'un moratoire accordé par l'Association de transport aérien international, facilitant ainsi la remise en service de ces appareils. Voilà, et on finit toujours avec Congo Airways qui programme, non, l'avant-dernier, j'allais dire, Congo Airways, un nouveau souffle avec l'arrivée d'un nouveau Boeing 737-800. Oui, la référence plus émet encore des doutes et s'interroge si cette fois-ci Congo Airways pourra relancer ses activités. Ces quotidiens indiquent que plusieurs fois annoncé, cette reprise de service de la compagnie aérienne nationale a été repoussée. Voilà, et terminons toujours avec l'actualité sur Congo Airways qui programme son vol inaugural ce vendredi après la réception de son tout premier avion. Oui, Bijou Lumuna souligne depuis quelques jours, il est difficile pour les habitants de la ville de Kinshasa de s'approvisionner en carburant, mais ce quotidien indique que plusieurs fois annoncé, cette reprise de service de la compagnie aérienne nationale est toujours repoussée. Voilà, merci Diane pour l'actualité. Merci Bijou Lumuna. Paru dans les journaux dont tu nous as fait part. Merci. Voilà, c'est avec cette revue de presse que prend fin ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition à 19h avec Merveille Loabéa. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Mandico Télévision.